qu'ils sont en train de développer un développement endogène, c'est-à-dire limité à la Chine. Donc ils sont en train d'acquérir des marges de manœuvre qui vont progressivement leur permettre de faire plier les États-Unis. Ils continueront d'acheter du bon du Trésor probablement, parce que s'ils n'achetaient plus de bon du Trésor, leur propre 2200 milliards de dollars de réserve ne vaudrait plus rien. En revanche, ce qu'ils vont faire, très probablement, au cours des mois, des années qui viennent, c'est de racheter par appartement l'Amérique. Et puis les pays occidentaux. Puisque si des Chinois viennent avec des dollars pour acheter une entreprise française, on leur vend l'entreprise française. Donc tout ceci est en train de se tourner, la créature mondialisation qui a été lancée par les États-Unis et qui n'aurait jamais pu voir le jour sans la complicité absolue de la Commission européenne. Il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu l'Europe, nous n'aurions pas eu ça. Tout ceci est telle la créature de Frankenstein est en train de se retourner contre ses concepteurs. Et la réalité des choses, c'est que nos dirigeants, dans le secret de leur bureau, ne savent plus quoi faire. Voilà la première description sur la situation mondiale. La situation européenne, maintenant. Vous avez beaucoup entendu parler ces jours-ci dans la presse de cet acronyme offensant, PIGS. Ça veut dire les cochons en anglais. C'est l'acronyme pour désigner le Portugal, l'Italie et l'Irlande, la Grèce et l'Espagne. S comme Spain. Pourquoi? Parce que ces pays sont dans une situation de déficit budgétaire de plus en plus préoccupant. Il faut bien comprendre que, j'en dirai un mot tout à l'heure sur la France, c'est que la crise est tellement énorme que tous les gouvernements occidentaux ont essayé de la colmater. Parce qu'un gouvernement, il raisonne toujours à court terme, finalement, enfin, malheureusement, mais souvent à court terme. Et donc, ils ont essayé de colmater en faisant du déficit budgétaire pour faire une relance. On l'a vu en France, où notre dette publique... Rappelons-nous que M. Sarkozy avait été élu pour diminuer l'endettement public. Jamais l'endettement public n'a autant augmenté que depuis 2 ans. Bon. Donc, les pays occidentaux ont été obligés de creuser le déficit public pour avoir des politiques sociales pour amortir le choc de la crise, notamment avec, vous savez, par exemple, des primes à l'emploi, des primes à l'achat de voitures, etc., pour continuer à faire tourner un petit peu la machine économique. Le problème, c'est qu'un certain nombre de pays, notamment les pays du Sud, Portugal, Italie, Grèce, Espagne, et puis également l'Irlande, eh bien, eux sont dans une situation qui est critique. On parle beaucoup ces jours-ci de la Grèce. On parle aussi beaucoup de l'Irlande. Il est assez savoureux de se rappeler qu'il y a encore quelques années, on nous donnait en modèle l'Irlande. On l'appelait le tigre celtique. Et on disait aux Français, regardez comme vous êtes des nuls. L'Irlande a fait les réformes indispensables. Franchement, vous êtes archi nuls. La France, qui est un pays de modération et qui est toujours un petit peu lente et qui reste toujours un peu sur son quant à soi, est toujours un peu en retard pour la croissance, mais toujours aussi un peu en retard pour les crises. Parce que heureusement que nous n'avons pas totalement suivi le chemin de l'Irlande ou de la Grande-Bretagne, qui est dans une situation qui est également extrêmement préoccupante, puisque la city londonienne représente à elle seule quelque chose comme 20% du produit intérieur brut de l'Angleterre. Or, la finance, ce sont des jeux d'écriture qui, en réalité, ne produisent pas de richesse comme une industrie. Alors, ce qui est intéressant sur cette affaire, c'est que si vous allez sur le site Internet de la Banque centrale européenne, vous y trouverez une note qui a été mise en ligne d'un certain monsieur Phébus Athanasiou, qui doit être grec ou chypriote, mais qui est un haut fonctionnaire de la Commission. Et cette note est intitulée, c'est une note, et évidemment elle est en anglais, puisque pratiquement désormais le site Internet de la BCE est quasiment entièrement en langue anglaise. Withdrawal and expulsion from the EU and EMU, some reflections. C'est-à-dire quelques réflexions au sujet du retrait ou de l'expulsion d'un État de la zone euro et de l'Union européenne. Alors, il est intéressant de regarder cette note. D'abord parce qu'il y a quelqu'un qui a fait 50 pages de réflexion là-dessus, s'est passé évidemment par tous les dirigeants de la Banque centrale européenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que désormais, pour la Banque centrale européenne, la sortie d'un membre de la zone euro est désormais une possibilité non nulle. Deuxièmement, que, toujours selon ce papier, un État qui sortirait de l'euro devrait actuellement quitter également l'Union européenne.
Mais l'auteur ajoute qu'il serait possible qu'un État qui quitte l'Union européenne puisse conserver éventuellement l'euro. Vous savez qu'il y a actuellement des pays qui ne sont pas stricto sensu dans l'Union européenne, ou qui ne sont même pas du tout. Par exemple, le Kosovo utilise l'euro comme monnaie. Vous avez également des pays qui ne sont pas représentés à la Commission, Monaco, Saint-Marin, le Vatican, qui utilisent l'euro alors qu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Alors, toujours dans cette note, l'auteur s'interroge pour savoir si il y a un droit unilatéral de sortie de l'euro, sachant que depuis le traité de Lisbonne, par l'article 49A, il y a un droit unilatéral de sortie de l'Union européenne. C'est là-dessus d'ailleurs que notre mouvement politique ne cesse d'insister. Nous avons maintenant les moyens juridiques clarifiés pour sortir de l'Union européenne. Et donc l'auteur de la note dit qu'en l'absence, ça n'est pas clair, qu'il faudrait sans doute prévoir une réforme du traité de Lisbonne pour prévoir la sortie de l'euro. Mais néanmoins, l'auteur insiste sur le fait qu'en réalité, lorsqu'il s'agit de l'avenir des peuples et des nations, et en matière de grande politique, il n'y a jamais aucun traité qui puisse empêcher quoi que ce soit. Il rappelle notamment que le Groenland, dont vous savez que c'est une colonie du Danemark, a quitté l'Union européenne dans les années 82-84, alors que les textes étaient totalement silencieux et contre l'interprétation des traités que défendait justement l'auteur de cette note. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de cette note qui a été mise en ligne sur le site de la Banque centrale européenne ? Eh bien, deux choses d'une très très grande importance. La première chose, c'est que on est en train de découvrir que l'euro et ses contraintes ne sont pas soutenables à terme pour tous les pays. En d'autres termes, une monnaie plurinationale comme l'euro a vocation à exploser. Ça n'est pas une découverte pour l'UPR. Personnellement, cela fait des années que je fais des conférences pour expliquer que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. L'euro n'est pas du tout une innovation. Il y en a eu des dizaines. Je ferai bientôt une conférence uniquement consacrée à cette question. Toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé. Donc là, on est en train de découvrir, c'est même écrit dans la Bible. C'est dans le livre des Maccabées, où on apprend qu'une monnaie, c'est un peuple et une nation. Voilà. Et ce qui est le plus important, c'est que désormais, la Banque centrale européenne évoque elle-même la possibilité de sortie de l'Europe, de l'Union européenne et de l'euro, et peut-être même la nécessité pour elle de chasser un pays de l'euro. En d'autres termes, je me rappelle combien de gens dans les mouvements politiques, lorsque nous disons, depuis que nous avons créé l'UPR, ça fait 2 ans et demi, quand nous disons que nous voulons sortir de l'euro et de l'Europe, combien de gens nous ont traités de gens irresponsables, qu'on ne pouvait jamais revenir en arrière, que nous étions des fous. D'un seul coup, plus personne ne nous critique parce que d'un seul coup est en train d'apparaître la vérité. D'un seul coup, on commence à s'en rendre compte en haut lieu, qu'il va falloir envisager, sur l'affaire de la Grèce, on va encore colmater les brèches probablement. Ça va durer encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais l'explosion de l'euro est inéluctable. Il faut bien se le mettre dans la tête. Et donc, ce que nous proposons, ce n'est pas du tout une folie, c'est au contraire très raisonnable. Nous proposons que le retrait se fasse de façon ordonnée et sereine. Alors ça va me permettre de passer maintenant à la situation de la France. La situation économique et sociale de la France, vous la connaissez tous, elle a été largement, atténuée par l'effet dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet de l'endettement public. Le gouvernement, on peut le comprendre, a pris des mesures consistant à favoriser, par exemple, l'achat de véhicules automobiles. Il y a eu une très forte croissance des achats d'automobiles au dernier trimestre de l'année dernière, parce qu'il fallait profiter au dernier moment de la prime. Il y a eu un accompagnement social. Donc tout ceci a fait que le produit intérieur brut, globalement, a légèrement augmenté, mais enfin bon, il faudrait parler longuement de ce que c'est que les statistiques et le produit intérieur brut. Disons que nous n'avons pas eu un effondrement du PIB, et selon certaines statistiques plus ou moins traficotées, globalement, le niveau de vie des Français n'a pas souffert.
La question qui se pose, c'est et maintenant? Parce que tout ceci s'est produit dans un contexte où la dette publique française est passée de 65% du PIB à désormais plus de 85%. Ce qui est très étonnant, c'est que lorsque la dette publique française était à 65% du PIB, nous étions victimes constamment de campagnes de presse dans tous les journaux, les radios, les télés, des publications d'ouvrages sur le fait que la France était en faillite. C'était insupportable. Maintenant que nous sommes à 85% du PIB, on n'a jamais eu une telle augmentation de l'endettement public en quelques mois, qui a servi notamment à renflouer les établissements financiers, qui a servi notamment à empêcher que la crise ne dégénère trop vite en une crise politique et sociale de très grande ampleur. D'un seul coup, plus personne n'en parle. Ce qui veut bien dire à quel point les fameux critères de Maastricht sont des critères parfaitement idéologiques, et qu'on leur fait dire absolument ce que l'on veut. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que les Français ont été manipulés constamment sur cette affaire de critères, constamment sur l'affaire que la France était en faillite, et s'ils l'ont été manipulés depuis tant d'années, ils le sont encore de nos jours. Donc il faut insister absolument sur cet aspect, c'est que malheureusement, l'endettement s'est creusé, que malheureusement, nous ne sommes pas les seuls, les autres pays d'Europe ont fait pareil, malheureusement, il va y avoir un terme, parce que la Banque centrale européenne, elle est chargée quand même de faire respecter les critères de Maastricht. Et la Banque centrale européenne a exigé de la France, comme des pays développés, d'Europe occidentale, d'essayer de ne pas exagérer. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les mini-vaches grasses avec cet endettement sont terminées. J'insiste d'ailleurs au passage sur le fait que ces mesures de relance par l'endettement sont dans la même lignée de ce qui a provoqué l'endettement depuis 20 ans. C'est ce que j'exposais tout à l'heure. L'endettement, qui ne cesse de monter dans les pays occidentaux, a pour objectif de camoufler la paupérisation de la population. Donc là, il y a une crise parce qu'il y a trop d'endettement et on la résout par un endettement plus grand encore. C'est ce qui se passe aux États-Unis. La crise aux États-Unis est venue d'un endettement abyssal. Et comme tout s'effondre, la seule trouvaille de l'administration américaine, parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est de créer encore de la monnaie fictive. Alors tout ceci va nous mener à quoi? Probablement à une année 2010, des années 2010-2011 qui vont être certainement très mauvaises. Aujourd'hui, par exemple, on a appris au mois de janvier, les immatriculations d'automobiles se sont effondrées de 5%. Oui, les gens ont profité de la prime, maintenant qu'il n'y a plus la prime, tout s'arrête. C'est-à-dire que nous avons exactement affaire à un malade qui serait quelqu'un qui serait drogué, mais drogué de façon profonde, et qui d'un seul coup fait une crise de manque. Donc si on lui injecte une petite dose d'héroïne, d'un seul coup, il y retrouve un petit peu vie. Mais vous savez bien que tout ceci mène en définitive à la mort du patient. Donc là, nous sommes dans cette situation. Les économies occidentales ont une addiction à l'endettement, puisque cet endettement est la seule possibilité qui permet encore de maintenir le niveau de vie des populations, dans la mesure où on les met en concurrence frontale avec des pays comme la Chine, qui sont 20 fois plus peuplés et où les gens gagnent en gros 20 fois moins. Donc nous sommes devant une situation qui risque fort de s'aggraver. Je ne vais pas vous citer, il y a une dépêche de l'AFP hier qui était intéressante, mais on voyait par exemple que plusieurs économistes de différents, M. Nicolas Bouzou d'Astérès, qui dit « Il n'existe aucun moteur autonome de croissance pour l'économie française. Relâchez la politique économique, c'est-à-dire l'endettement, et l'activité s'effondre de nouveau. » M. Artus de Natexis, les conditions d'une vraie reprise ne sont pas réunies. Donc nous allons vers des lendemains qui déchantent, nous allons avoir très probablement une aggravation de la crise et une montée continuelle du chômage, qui ne cesse de s'accroître. Je ne le dis pas du tout avec plaisir, je dis simplement que nous avons été menés et conduits par des mauvais bergers, et depuis trop longtemps. Alors la situation maintenant politique de la France. Vous savez que nous sommes dans une période électorale, avec les élections régionales. Rien ne m'attriste plus que de voir des gens de bonne foi qui se disent pour qui je vais voter pour que ça change, etc. Mais un conseiller régional ne changera rien à rien. Ça ne changera strictement rien à rien.
Si par exemple, comme on l'a vu récemment dans une région dans le nord de la France, il y a une raffinerie qui ferme, alors vous aurez le conseiller régional qui ira faire manifester avec une banderole bleu, blanc, rouge. Qu'il soit de droite ou de gauche, d'ailleurs, peu importe. Ils n'ont pas les manettes. Mais plus personne n'a les manettes en France.